Bienvenue dans ce magazine sportif d'Africa 24, comme tous les lundis, un rendez-vous à ne pas manquer pour le football africain et le football international. Tout de suite, voyons le sommaire de cette édition. Les préliminaires de la Coupe d'Afrique et nous connaissons également le programme du deuxième tour de la Ligue des Champions et nous parlerons également de la CAN au Cameroun. Deuxième grand titre, nous verrons le portrait du jeune Youssoufa Moukoko et les anciens footballeurs guinéens mécontents et nous parlerons de l'association Pesa Gaye Loboko avec sa présidente Mariam Aya Koulibaly. Et pour le troisième titre, Ligue des champions d'Europe avec le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 14 et puis le CHAN au Cameroun et les élections à la Ligue Île-de-France. Parmi nos invités, il y a Roger Toto, ancien footballeur international de la RDC et qui évolue au Variété Club de France, n'est-ce pas? C'est cela même, José. Bonjour Saïd. Et puis Saïd Afizi, avec ses lunettes de prof d'université, footballeur mais amateur. Il a fait un test au Real de Madrid mais qui n'a pas marché. Bonjour José, bonjour à tous. Et tout de suite, nous allons revenir sur l'incident qui a conduit l'arrêt du match Paris Saint-Germain-Istanbul en images. Istanbul Beşiktaşehir en Ligue des Champions et le dérapage raciste justement du quatrième arbitre au sujet de Pierre-Achille Webo. Comment avez-vous réagi, messieurs, et quel est votre sentiment? Qui veut commencer, Roger ou Saïd? Je vais commencer. Du coup, ce qu'on a pu constater, c'est que systématiquement, moi, ce qui me rend complètement fou, c'est les circonstances atténuantes qu'on s'empresse de trouver pour les actes racistes comme ceux-là. Il y en a qui vous disent non mais c'est pas méchant, non mais si, non mais ça. Il faut arrêter tout ça à un moment donné, ça suffit vraiment. On n'a pas appelé quelqu'un le noir, on n'a pas appelé quelqu'un le négro, on n'a pas d'excuses à trouver à ce genre de comportement. Je veux dire, c'est un arbitre qui a plus de 17 ans de carrière, il sait qu'on ne se comporte pas comme ça. La moindre des choses, c'est de préparer déjà son match et de savoir qui est Achille Webo. Achille Webo, qui est un personnage reconnu dans le football, notamment même en Afrique, etc. Il a 17 ans d'expérience, il arbitre un match de top niveau. La moindre des choses, c'est de préparer son match, de savoir à qui on s'adresse, d'appeler les gens par leur nom. Je veux dire, Achille Webo, c'est pas un petit intendant qu'on ne connaît pas. Il n'a pas du tout à dire ça. Et moi, j'en veux à l'arbitre, mais j'en veux encore plus aux gens qui viennent et qui s'empressent à lui trouver des excuses, à dire non, mais c'est pas très grave, à relativiser tout ça. Et c'est par ces petites excuses-là qu'on banalise ce genre d'acte. Voilà, Pierre-Achille Webo qui a fait quasiment toute sa carrière du côté de la Turquie et puis les deux équipes qui ont rejoint les vestiaires par l'intermédiaire grâce au Sénégalais justement Dambaba qui a initié le retour général au vestiaire. Roger, vous qui êtes un ancien footballeur professionnel, est-ce que vous avez connu ces genres d'incidents? Oui, on a tous connu ça, mais malheureusement, comme on en parlait en off avec Saïd, c'est vrai que ça nous est arrivé, on n'a jamais réagi là-dessus. Je pense qu'on aurait dû prendre ces choses-là au sérieux et je suis content que ça se passe là et de voir les 22 acteurs qui n'ont pas voulu reprendre le match tant que le quatrième arbitre n'était pas expulsé. Donc à partir de je dis simplement bravo aux 22 acteurs d'avoir agi ainsi en espérant que maintenant ça va faire bouger les choses. C'est bien beau de porter les t-shirts non racistes, mais s'ils n'agissent pas, ben, les choses restent toujours de la même façon. Donc là, c'est une très bonne chose en espérant que ça va faire réagir beaucoup de personnes. Voilà, messieurs, merci pour ces informations et ces précisions. Tout de suite, nous allons passer à la une de ce magazine-là. Et nous ouvrons justement la une avec la Ligue des champions CAF, édition 2020-2021. Et nous connaissons le programme de la deuxième journée, le premier tour préliminaire de la Ligue des champions qui s'est conclu lors du week-end du 5 et 6 décembre. Des rencontres alléchantes qui sont une nouvelle fois au programme. Match aller les 22 et 23 décembre et match retour les 5 et 6 janvier 2021. Messieurs, nous avons sélectionné certains matchs. Saïd, heureusement que vous êtes là pour commenter avec nous. Le Stade Malien, et ça c'est là un premier choc, le Stade Malien contre le Wydad du Maroc, et puis le Raja va rencontrer Tenguet du Sénégal. Oui. Donc deux matchs quand même difficiles et compliqués pour les clubs marocains. Surtout pour le Wydad qui rencontre quand même une référence aussi sur le continent, une équipe qui a quand même un passé et qui est reconnue sur le continent. Après, pour le Raja, je ne me fais pas vraiment de soucis parce qu'il tourne vraiment très bien en ce moment. On l'a vu notamment contre l'équipe, le nouvel entraîneur
d'Oujda à Abdeslam Ouadou. On voit une équipe du Raja qui commence à proposer du beau football, etc. Donc moi, je ne suis pas inquiet forcément pour le Raja. Je pense qu'ils s'en sortiront. Par contre, pour le Wydad, il va falloir vraiment se méfier de cette équipe. C'est quand même un ténor sur le continent. Et voilà, donc ils ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. S'ils y vont en dilettante, ça peut mal se passer pour eux. Tandis que pour le Raja, franchement, vu le fond de jeu proposé en ce moment, je suis très confiant. Et gardez la parole pour commenter aussi RC Abidjan contre Oroya. Et puis il y a aussi Al-Ahly de Benghazi de la Libye contre Espérance de Tunisie. Et puis Gazelle du Tchad contre Zamalek. Ça va être facile pour Zamalek, mais c'est surtout aussi ce match RC Abidjan-Oroya de la Guinée que nous allons suivre de très près. Oui, celui-là, on va le suivre de très près, mais pas négliger non plus Al-Ahly de Benghazi qui, depuis quelques campagnes continentales, montre un beau visage. C'est une équipe qui est intéressante. Et pareil pour les Tunisiens, il faut vraiment se méfier. Maintenant, on remarque ce qu'on remarque aussi depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'il n'y a plus vraiment de score fleuve entre les équipes à l'époque. Tactiquement, c'était pas en place. Physiquement, il y avait des écarts entre les grandes et les petites équipes. Aujourd'hui, quand ça joue, ça gagne 1-0, 2-0 grand maximum. Alors qu'à l'époque, on voyait des gros scores. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, toutes les équipes, je veux dire, tout s'est démocratisé. Ça veut dire que sur le plan tactique, elles sont au point. Sur le plan physique, les entraînements se ressemblent. Il y a vraiment plus de différence flagrante comme avant. Donc ça va être des matchs très intéressants à suivre. Oui, et puis je me tourne vers Roger Toto. Roger, pour la RDC, il y a le TP Mazembe qui va aller du côté de Bouane-Guidi, du Gabon. Et puis l'AS Vita Club qui va aller du côté de Eswatini pour rencontrer les Youn Boufalos. Oui, les deux équipes, ils savent que se déplacer, c'est des matchs très importants, surtout le premier match à l'extérieur. Ils vont tout faire pour essayer de ramener au moins un point de l'extérieur et puis bien préparer le match au retour. Voilà, messieurs, si vous voulez intervenir sur ces autres affiches, Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud contre Primeiro de Agosto de l'Angola. Il y aura également El Meriek du Soudan contre Enyamba du Nigeria, Asante Kotoko du Ghana contre Al Hilal du Soudan. Le vainqueur du match, donc Buffle du Bénin contre MC Alger ou CS Sfaxien. Il y aura Sana ou Kana de Zambie contre Petro Atletico de l'Angola. FC Platinium contre Simba SC et Boulouise Dad de l'Algérie contre Gormaya du Kenya. Les vainqueurs à l'issue des deux matchs se qualifieront pour la phase de groupe, tandis que les perdants participeront au barrage de la Coupe de la Confédération. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur la Ligue des Champions, messieurs, avant de... Je voulais parler par rapport au Raja parce que je les ai un peu suivis. C'est vrai que ça, il a raison. Ils ont un fond de jeu qui est extraordinaire en regardant cette équipe jouer. Et l'équipe, elle se comporte de la même façon que ça soit à l'extérieur comme à domicile. Et donc, c'est une équipe qui est joueuse, mais qui est très solide. Nous enchaînons avec la Coupe de la Confédération. On connaît les qualifiés aussi pour le prochain tour. Eh bien, il y a le Napsa Star, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il y a Bloemfontein qui s'est fait éliminer. C'est une équipe bien connue. Oui. De l'Afrique du Sud. Il y a Alamal Atbara qui s'est qualifié également, mais là c'est le tour préliminaire. Al-Hitiyadad est passé, donc c'est tout à fait normal. Il y a Monastir qui s'est fait éliminer également. Skigali qui s'est qualifié. Il y a Green Eagle qui est qualifié. Qui encore Renaissance. Il y a Coton Sport qui a perdu devant Unisport. Pour l'instant, ça ne va pas très fort pour le Coton chaque année. C'est là, c'est depuis, c'est pas d'aujourd'hui, c'est à un moment donné, ils vivent que sur leur nom et s'il n'y a pas un travail de fond qui est proposé, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour la Coupe de la Confédération, mais nous reviendrons plus en détail donc au fur et à mesure que la compétition se déroule. Messieurs, nous allons passer maintenant aux éliminatoires de la CAN. Nous allons faire un co-focus en quelque sorte sur deux groupes, notamment le groupe de la RDC et le groupe du Nigeria. Alors pour la RDC, Roger, nous allons voir le tableau d'ailleurs du groupe de la RDC. Comment sentez-vous cette équipe qui a changé d'entraîneur ? Je sens que cette équipe, l'entraîneur, il a eu du mal au départ pour trouver, mettre une ossature tout autour, trouver réellement ses 11. Il voulait d'abord s'appuyer sur la défense. Et c'est une équipe qui ne prenne pas beaucoup de buts. Ils ont simplement pris 2 buts. Là, premier match des éliminatoires. Donc, je regardais le dernier match qu'ils ont joué contre l'Angola. Et c'est une équipe très costaud, très solide. C'est vrai que la finition reste à désirer, mais j'ai confiance à cette équipe parce que Christian Zengue qui est en train de ramener
dans ce groupe, dans cette équipe de la RDC. Voilà, au classement, la Gambie est en tête. Ça vous surprend avec le Gabon, ex-aequo, dans ce groupe de la RDC qui est troisième mais qui n'est pas encore éliminé avec 6 points et l'Angola est à la dernière place. Ça va se jouer entre ces 3 équipes, messieurs, Gambie, Gabon et RDC, et puis il y a une équipe qui ne veut pas faire d'erreur, c'est bien sûr le Gabon. Bien sûr, mais on a toujours un goût d'inachevé avec cette équipe de RDC. Quand on voit le potentiel dont dispose vraiment cette équipe, c'est quand même incroyable. Vous avez des joueurs comme Bakambu, Bolassi, etc., qui n'étaient pas titulaires. Tableau, si vous voulez jeter un coup d'œil. Qui n'étaient pas titulaires lors de ce match-là. Après, pour des raisons, ils sont arrivés un peu tard en rassemblement, donc on l'explique comme ça, mais se priver de 2 joueurs de ce niveau-là pour une équipe de RDC, c'est compliqué. Après, faut régler les détails comme cela, faire venir les joueurs à l'heure, au bon moment, etc., pour profiter pleinement du potentiel de cette équipe-là, parce que le potentiel, il est réellement énorme. Quand on a aussi un joueur comme Kakuta qui joue une fois tous les 5-6 matchs et qu'on ne peut pas compter sur lui, il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas dans cette équipe de RDC, parce que ça m'attriste profondément, parce que vu l'effectif qu'elle a, elle peut être une des meilleures équipes du continent, et ça c'est déjà depuis très 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 longtemps. Il y a des joueurs vraiment de grands talents, et quand on ne peut pas les aligner pour des raisons administratives, pour des raisons de comportement, pour des raisons que le joueur snobe l'équipe nationale, pour des raisons, etc. Si on réglait tous ces problèmes-là, je suis persuadé que dans un groupe comme celui-là, la République démocratique du Congo, elle s'en sort haut la main, facilement. Oui. Vous qui êtes un enfant du pays, il y a plein de problèmes encore à résoudre, Roger? Non, ils sont en train de régler tout ça petit à petit. C'est vrai qu'il y a certaines disciplines par rapport à l'avant-dernier match, aller contre l'Angola. C'est vrai, il y en a beaucoup qui s'étonnaient comment c'est qu'il y a des joueurs offensivement comme Bakambu qui n'a pas démarré, il y a Bolassi, il y a Kakuta aussi qui n'a pas démarré le match. Et il y a des problèmes, des choses internes qui se sont passées. Ben je pense que c'est un groupe, il a un groupe sain. Il est en train de mettre sa patte petit à petit. Et bon, c'est vrai que malheureusement, la RDC, de début de chaque CAN, il ne se qualifie jamais. C'est toujours vers la fin. Donc, on reste toujours sur notre fin. On attend plus de cette équipe, de ce groupe, parce qu'on sait que la RDC, il y a un vivier important des footballeurs. Ouais. Nous allons parler du groupe du Nigeria. Le Nigeria qui est en tête avec 8 points. En tête de cette équipe, à la tête, pardon, c'est le sélectionneur Gernot Rohr, que nous allons écouter dans quelques instants, suivi du Bénin, 7 points, Sierra Leone, 3 points et Lesotho, 2 points. On a le sentiment que le Bénin veut figurer à une place importante dans cette planète du football africain. Le Bénin veut exister aussi, en quelque sorte. Oui, l'équipe béninoise, oui, il y a des très bons joueurs. On le regarde et c'est une équipe qui joue sans complexe. Ils ont des qualités, des joueurs énormément de qualités. C'est vrai qu'ils sont dans un groupe qui n'est pas facile comme les autres équipes, mais je pense que dans le futur, on pourra compter sur les Béninois. Nous allons écouter Gernot Rohr, justement, le sélectionneur de l'équipe du Nigeria, après le dernier match de son équipe. Oui, le Nigeria a connu 2 matchs difficiles contre la Sierra Leone. Sierra Leone a une bonne équipe aussi et ces 2 matchs nuls nous permettent cependant de garder 5 points d'avance sur cette équipe-là. Nous sommes toujours en tête de notre groupe devant le Bénin et malheureusement on a des blessures, notamment les blessures d'Osimhen, de Kalou toujours, également de Etebo qui n'a pas pu faire le 2e match complètement. Des difficultés aussi pour voyager actuellement avec le Covid, beaucoup de restrictions, des garçons qui sont arrivés la veille du match seulement, très fatigués, et dans la chaleur évidemment en venant du froid européen, ce n'était pas facile. Messieurs, il nous reste exactement 3 minutes. Il faut donner des infos. Je voulais juste vous écouter un petit commentaire sur le Nigeria en 2 mots. Vraiment, Saïd et Roger. Je pense que ce qui vient de dire l'entraîneur coach Gernot Rohr, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tous les autres pays, les joueurs ils viennent de l'extérieur, ils viennent du froid. Ils ont rendu ce match difficile contre la Sierra Leone en menant 4-0, c'est faire remonter 4-4. Je pense qu'après, les joueurs, ils ont un peu lâché en pensant que le score était déjà fait. Donc ça fait qu'ils ont permis à cette bonne équipe de Sierra Leone de pouvoir revenir à 4-4. Ils ont même failli gagner ce match-là. Donc après, ils étaient
la concentration, il fallait qu'ils gardent ça jusqu'au bout. Mais ils se sont un peu relâchés, donc ça a permis à cette équipe de revenir à 4-4. Saïd, je vous demanderai d'être plus court que Roger. Je vais dire simplement que je suis entièrement d'accord avec ce que Roger vient de dire, vraiment à 200%, même avec une équipe B ou C du Nigeria, on est capable de maintenir ce score-là. Et là, il reporte la faute de son coaching sûrement sur ses joueurs, sur le climat, sur X raisons, on connaît ça. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question parce qu'avec un effectif comme celui-là, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Les infos avec le comité exécutif de la CAF qui a décidé de proposer à l'Assemblée générale d'accorder le statut de président d'honneur de la CAF à M. Issa Hayatou. Et il y a d'autres infos avec le comité qui a pris connaissance du rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures du côté du Cameroun, stade terrain d'entraînement Étoile, donc une visite qui s'est déroulée en octobre 2020. 3 villes hôtes de la compétition, Yaoundé, Douala et Limbé, ont reçu la visite de cette délégation. Le comité note avec satisfaction que le pays hôte est prêt à accueillir l'événement. Et puis la CAN, donc en Côte d'Ivoire, le comité a écouté le rapport de la visite d'inspection des infrastructures également en Côte d'Ivoire. Il en ressort que les différents chantiers devraient s'achever avant le délai annoncé. Bravo pour la Côte d'Ivoire. Et puis Ligue des champions féminines, le comité a approuvé le règlement de la Ligue des champions féminines qui sera organisé annuellement suivant les directives ci-après. Tout d'abord, le club champion de la dernière Ligue nationale des éliminatoires seront sélectionnés 6 zones de la CAF pour la qualification. Le tournoi final réunira les représentants de chaque zone et puis la zone du club détenteur du trophée engagera 2 équipes. Si par exemple c'est la Côte d'Ivoire qui organise, la Côte d'Ivoire engagera 2 clubs. Et puis la date du tournoi INIFAC U20, compétition de l'Afrique centrale et qualificative pour la CAN de la catégorie 2021. Ce tournoi se disputera à partir du mardi 15 décembre jusqu'au 22 décembre, avant Noël, à Malabo, en Guinée équatoriale. 6 nations vont être en compétition pour avoir un billet qualificatif pour cette CAN, je vous l'ai dit, U20 2021. Il s'agit du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la Centrafrique, du Congo et de la RDC, la RDC de notre ami Roger Itoto. Pour info, la CAN U20 va se tenir en Mauritanie en 2021. Nous allons marquer une première pause dans cette émission. Nous allons nous séparer de Saïd Hafizi qui revient dans la 3e partie. Roger reste avec nous. Roger sera en face d'une dame. Mais croyez-moi, il ne sera pas impressionné du tout. A tout de suite. Trop de charisme. Au retour de l'FC, avec la 2e partie, nous verrons le portrait du jeune Youssoufa Moukolo et les anciens footballeurs guinéens mécontents. Et nous parlerons aussi de l'association Pessangaï Loboko avec sa présidente Mariam Aya Koulibaly. Et puis Ligue des champions Europe, le CHAN au Cameroun et les élections à la Ligue Île-de-France. Jamel Sanjak sera avec nous dans la 3e partie de cette émission. Parmi nos invités, Mariam Aya Koulibaly, présidente de l'association Pessangaï Loboko. Qu'est-ce que ça veut dire Pessangaï Loboko? C'est une association sportive? Oui, sportive aussi, humanitaire, oui. Surtout pour les orphelins de l'Afrique. On a vraiment besoin et Pesanga veut dire donne la main. Donne la main, comme donne la main sans bantou. C'est écrit sur mon t-shirt, mon polo et à l'arrière aussi. D'accord, superbe. Nous allons parler tout à l'heure. Et puis vous avez face à vous Roger Itoto. Vous n'êtes pas impressionné par ce garçon, non? C'est un ancien international. C'est l'ancien international. Oui. Voilà, que j'ai suivi un peu son parcours, mais que pas mal. Exactement. Le dossier tout de suite. Et nous retrouvons un portrait, celui du jeune germano-camerounais Youssoufa Moukoko. Comme Kylian Mbappé, il fera sa carrière en Europe et appartient à un pays européen. Un prodige que nous présente Graziella Chakounté. 20 novembre 2004 à Yaoundé au Cameroun, il n'a que 16 ans cette fin d'année 2020. Il s'appelle Youssoufa Moukoko, il est germano-camerounais et le voilà qui s'est inscrit dans les livres d'histoire après avoir fait ses débuts dans le championnat allemand avec l'équipe Borussia Dortmund. Les spécialistes disent déjà que c'est un crack pour le football. Depuis plusieurs années, il est suivi à cause de sa précocité. Je ne peux rien faire pour être bon au football. Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez ce rêve,
Vous devez le chasser comme un lion. Youssoufa Moukoko a été élevé par ses grands-parents au Cameroun. Il découvre le football dans le pays des lions indomptables. Faute d'infrastructures, il s'entraîne avec ses amis dans la rue où il a fait ses gammes jusqu'à 10 ans. Son père, Joseph Moukoko, décide de le faire venir en Allemagne en 2014 pour qu'il puisse exploiter ses capacités au maximum. Citoyen allemand depuis les années 1990, le père de Youssoufa vit à Hambourg et inscrit son fils dans le second club de la ville, le FC Saint-Pauli, réputé meilleur dans la formation de jeunes joueurs. À Saint-Pauli, il marque 23 buts en 13 matchs avec les moins de 13 ans du club. Youssoufa Moukoko rejoint le Borussia Dortmund en 2016 alors qu'il n'a que 12 ans. Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto'o a utilisé ces termes en sa faveur. Kylian Mbappé pour le Barça et je recruterai aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça. À 15 ans, alors qu'il joue avec les U19 du Borussia Dortmund pour un derby, Youssoufa Moukoko a été la cible d'insultes racistes de la part de quelques supporters du club adverse. Moukoko leur a répondu sur le terrain en inscrivant un triplé retentissant, score final 3-2. Bien sûr, il est suivi par le sélectionneur allemand Joachim Löw qui a tenu des propos élogieux à son sujet. Joachim Löw qui finalement n'a pas été licencié. Et puis, je vous rappelle que c'était les commentaires de Graziella Chakunte, ma consoeur, et puis Dortmund qui a viré son entraîneur suisse pendant le week-end, Lucien Favre, après la défaite donc, de son équipe face à Stuttgart, 5-1. Youssoufa Moukoko qui était remplaçant. C'est un garçon talentueux encore qui échappe à l'Afrique. Hein. Oui, j'ai tout. Oui, malheureusement, il a fait ses gammes ici en Europe. C'est un jeune joueur très précoce. Et il a tout d'un grand, il a une très bonne technique, il va vite, balle au pied et il finit très bien ses actions. C'est ça qu'on demande plus à des jeunes joueurs. Et il est toujours bien placé. Dès qu'il a le ballon, on sait une certaine maturité, tout ce qu'il est en train de faire. Et je l'ai suivi un peu pour savoir réellement, mais je me suis rendu compte dans tous les classements de jeunes, des équipes de jeunes, il a toujours été surclassé et il a toujours fini meilleur buteur. Il est beaucoup plus attiré par le but, malgré que c'est un milieu excentré des fois sur le côté. Il arrive toujours à se retrouver vers le but, il est beaucoup attiré vers le but. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui échappent comme ça au pays? Non. Non, pas du tout. C'est difficile pour nous pour le moment. Le cœur parle le plus chez les jeunes Ivoiriens. Oui, pour moi c'est un peu dur. On n'arrive pas à sortir quand même de notre pays. Mais je me dis peut-être que c'est le contrat. Je ne sais pas si ce sont les anciens qui n'arrivent pas, mais les entraîneurs qui n'arrivent pas à pouvoir bien manager avec les pays étrangers. C'est ce qu'on se dit aussi. Oui. Arrêtons-nous quelques secondes sur la Guinée-Conakry maintenant et ses anciens joueurs qui sont regroupés autour de l'association APROG dirigée par Morley Sila. Les joueurs se plaignent de la non-reconnaissance de leur pays. Les places dans la fonction publique sont non occupées par eux-mêmes, par les anciens pros et d'autres cooptés par des gens plus ou moins privilégiés au sein du pays. D'où la colère de Morley Sila qui a voulu s'exprimer sur notre antenne. Écoutez ce qu'il nous dit. Regardez. Bon, ce qu'on veut dire, d'abord, vous savez, la Guinée, c'est un pays de football. C'est un pays qui a vraiment de potentiel. Et il y a beaucoup de générations qui sont succédées depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une génération qui profite tout le temps. Dès qu'il y a, comment on appelle ça, la défendre une cause commune, ça devient un problème de la génération, une génération qui va profiter. Alors qu'il y a d'autres générations aussi qui ont mouillé le maillot pour ce pays. Comme un père de famille qui a des enfants, et tu as beaucoup d'enfants, il n'y a qu'un ou deux enfants qui profitent. Et ces enfants-là, qui sont derrière, ils vont se fâcher, il y aura des frustrés. Donc c'est à cause de ça qu'on a fait ce courrier, on a adressé ce courrier aux autorités, que ce soit politique, que ce soit sportif, c'est-à-dire football, et la famille sportive aussi. Parce que là, quand il y a un problème qui se pose, moi je pense qu'il faut qu'on mette ça sur la table pour que toute génération puisse en profiter. On va mettre fin à ça maintenant. C'est pourquoi on a demandé aux autorités, quand il y a un problème, il n'y a qu'à penser, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, personne ne les défend. Ils ne sont pas défendus. La PROG veut même saisir les instances internationales du football, notamment la CAF et la FIFA, pour ses anciens joueurs, si les choses ne bougent pas. Écoutez ce que nous dit Morley Sila.
si vraiment l'instance du football guinéen, c'est-à-dire la Fédération guinéenne de football, et le ministère n'arrive pas à régler certains problèmes, et s'ils ne pensent qu'à une seule génération, je pense que vraiment, notre recours, ça sera à la FIFA et à la CAF. Comme ça, ils n'ont qu'à leur dire maintenant où nous on a défendu, quel pays, quelle couleur du pays qu'on a défendu. Donc aujourd'hui, nous, on ne veut plus parler de l'affaire d'une génération. On veut parler de la génération ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence. C'est-à-dire qu'on nous prend, nous tous, sur le même pied d'égalité. Ou si on doit attribuer un poste, on n'a qu'à prendre par la capacité de la personne. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, si l'Afrique doit s'en sortir dans le domaine du football, moi, je pense que c'est ceux qui sont par là. Parce que ceux qui sont au pays, la formation qui suivent là-bas, et ceux que nous, on suit ici, ce n'est pas pareil. Parce que ceux qui quittent l'Afrique pour venir ici, leurs diplômes ne sont pas considérés. Ceux qui sont là, quand ils viennent au pays, on leur ferme la porte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont de bons diplômes par là. Donc, je pense que si l'Afrique doit s'en sortir, il doit se reposer sur les enfants qui sont par là. Les enfants qui ont eu la chance. Prenons le cas du Sénégal, prenons le cas de ce qu'on appelle ça, l'Algérie. Ce sont des fils de ce pays-là qui sont à la tête de l'équipe nationale. Avant de retrouver Mme Maria Maya Coulibaly, Roger, j'ai vu que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce que disait Morley Sylla. Avant de voir le tableau du championnat, que pensez-vous justement de cette réaction? Est-ce que vous ne pensez pas que les footballeurs doivent se syndiquer d'abord, même si l'association La Porgue est puissante, mais est-ce qu'il faudrait aussi, en même temps que les joueurs, les anciens footballeurs guinéens, doivent se syndiquer, ne doivent pas se syndiquer justement pour avoir plus de poids auprès de la CAF et auprès de la FIFA? Je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire, parce que là, on entend parler, c'est un problème de génération. Entre eux, entre les joueurs, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont sur place. Mais ils sont très nombreux. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'État guinéen devrait s'occuper de ces garçons? L'État guinéen, ils doivent s'occuper de ces anciens joueurs, parce que je vais venir le cas par rapport à la RDC, on a connu ça. On a connu ce genre de problème, mais les choses ont été mises en place et puis maintenant, tout fonctionne, l'ancienne génération, nouvelle génération. Donc maintenant, oui, maintenant ça existe, donc on a nos droits. Il suffit, c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas te mettre à un poste si tu n'as pas des diplômes, c'est tout à fait normal. Il faut passer ces diplômes et pour amener en plus en tant qu'ancien footballeur, mais en plus en tant qu'entraîneur. Donc je pense que passer ces diplômes, c'est toujours quelque chose de positif pour l'équipe, pour le pays. Donc je pense qu'ils doivent tous passer par là en ayant leur diplôme. Pas qu'en regardant parce qu'ils ont été anciens footballeurs, qu'ils arrivent, qu'ils ont tous les droits. Voilà, merci Roger. Nous allons voir le tableau du championnat justement de la Guinée. Après 5 journées, regardez le classement. Et c'est l'équipe de Felo Star qui est en tête de ce championnat devant Soir Koya. À la 3e place, Flamme Olympique. 4e, il y a Wakiria qui est ex-aequo, donc 3e également. Donc 5e, Asfag. Et donc je rappelle, Fedestar, Soar, 3e, Wakiria, 4e, Flamme Olympique et 5e, Asfag. Et puis les 3 dernières équipes, Satellite, 12e, CI Kamser, oh là là, c'est surprenant, 13e et 14e, Oroya. Eh bien, Oroya à la dernière place et qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des clubs. Nous allons retrouver maintenant Mme Maria Maya Coulibaly. Alors, vous êtes la présidente de cette association qui s'appelle Pesanangai Loboko, qui consiste en quoi exactement? Donne-moi la main. Donne-moi la main, ouais. Pour pouvoir aider son prochain, pour pouvoir aider les orphelins, et surtout les enfants d'Afrique et des femmes. Afrique francophone, anglophone, toute l'Afrique? Non, toute l'Afrique entière. Ouais. Toute l'Afrique, parce qu'on s'est dit, la pauvreté n'a pas de frontières ni de couleur. Est-ce que c'est lié au sport? Est-ce que c'est une manière aussi? Nous avons vu l'autre fois, dernièrement, un père sénégalais qui envoyait quasiment son fils au charbon, envoyait son fils pour essayer d'être footballeur professionnel en Europe, et finalement, le jeune a eu des problèmes. Est-ce que votre association a pour but aussi de préserver leurs fils dans le pays même? Est-ce que c'est un peu le but également? Ben oui, aussi, c'est un peu ça aussi. Et comment allez-vous faire? C'est pour ça que je demande à tout le monde de nous aider pour qu'on leur donne un peu les moyens. Il faut qu'ils puissent s'en sortir. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est dur. Une maman qui ne donne pas à manger à son enfant.
Au début, les enfants, ils mangeaient 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, on se demande combien de fois ils mangent par jour. Combien de fois la maman ne prépare dans une maison. On ne sait pas dans une famille. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de nous venir en aide. Peu importe la race, peu importe la couleur. C'est pour ça qu'on a dit, donne-moi la main. Pesanga Loboko. Nous n'avons pas de frontières. Alors, vous êtes dans une émission de sport. Est-ce que vous allez faire aussi des choses sur le plan sportif? Ah oui, on peut organiser des petits tournois. On peut mettre aux enfants aussi d'être vus à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Tu joues très bien parce que normalement en Afrique, il y a des petits groupes et des petits comités, comme on le dit dans le quartier. Mais si tu joues bien, puisque dans chaque pays, il y a des différents, comme on le dit, par exemple, Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a la SEC, il y a une équipe. Il y a le Stella, qui est une équipe. Mais si ces enfants qui sont dans le quartier, ils jouent très bien, on peut toujours les repérer, comme les repêcher. C'est pour ça qu'on a demandé de créer de temps en temps des petites, des académies aussi au sein de chaque pays pour pouvoir recruter quelques enfants pour qu'ils puissent aussi sortir un peu la tête du lot. Oui, Roger, que pensez-vous de cette initiative? Oui, parce que c'est exceptionnel que nous recevons des associations à but caritatif. J'en ai parlé avec Madame Koulibaly. Bon, là, elle n'ose pas trop parce qu'en parlant avec Madame Koulibaly, en me disant simplement que dans l'association en question, il y a plusieurs nationalités d'Afrique, de chaque pays. Donc en tout, ils ont fait cette assemblée de tout pays et en même temps, ils voulaient plus s'orienter par rapport aux orphelins et en même temps, il ne faut pas oublier par rapport à la Côte d'Ivoire, donc partenariat puisqu'il y a la CELAF, un centre qui est créé par Sékou Koulibaly et donc tout ça c'est un ensemble de pas mal de choses qui vont être créées par rapport à cette association qui est mise en place, venir beaucoup plus en aide aux enfants surtout des orphelins. Alors, bien entendu, vous voyez afficher justement le logo, les maillots que vous avez mis en place. Vous êtes financé par qui? Par des ministères africains, par vous-même? Vous vous débrouillez vous-même? Parce que vous faites des sous-vêtements, par exemple. Il y a des coordonnées qui s'affichent aussi à l'écran, vous le voyez. Oui. Donc, si on veut vous joindre. Vous pouvez nous joindre. Oui, alors c'est le 06, on l'a vu, 95 64 11 45. Vous avez des opérations prévues? Oui, là, pour le moment, nous avons prévu d'aller au Burkina Faso. Nous allons voir 3 à 6 petits villages, parce qu'on commence par les petits villages où les enfants qui vont à l'école, il y a des orphelins qui n'ont vraiment pas de quoi se mettre. Même aller à l'école, même avoir un petit stylo pour écrire, même un crayon à papier. Donc, c'est pour ça qu'on commence par le Burkina Faso. Et après, je crois qu'on va faire la Guinée. Ensuite, on progresse, on dirait un peu dans chaque pays. Oui. Alors, il vous reste peu de temps encore pour intervenir. Quel message vous lancez aux pays africains qui nous écoutent? Bon, vous avez dit que vous allez aller au Burkina Faso. Vous allez aller un peu partout? Un peu partout. Vous pouvez lancer peut-être un appel déjà? Oui, je lance un appel à toute l'Afrique entière. Et même ceux qui sont ici, qui sont en Europe, de nous aider et de se lever pour qu'on puisse aller de l'avant. L'Afrique, c'est vrai, aujourd'hui c'est l'Afrique, mais demain, ce sont les enfants qui font l'Afrique. Et pendant que vous parlez, nous allons voir encore s'afficher peut-être les coordonnées une dernière fois. Je vous laisse continuer. L'Afrique de demain, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants. Peu importe. Et c'est la misère. Il faut combattre la misère. Parce que la misère accélère en Afrique. C'est pour ça que j'appelle l'Afrique. La misère n'a pas de couleur et la misère n'a pas de frontières. C'est pour ça qu'on a créé Pesanga Loboko qui nous dit « Donne-moi la main » et que nous travaillons ensemble dans chaque pays. Donc, dans chaque pays, nous avons besoin quand même de chaque membre de chaque pays pour pouvoir former une Afrique unie. Alors, ne cachez pas, faites-nous voir encore. Ça, PNL, donc et si avec un vous gros plan. voulez, Restez où vous êtes. Restez où vous regardez derrière. Oui, peut-être Voilà. Vous voulez faire voir aussi le dos, le dos, pour vous montrer tout calmement. Si on peut se retourner pour regarder derrière. Je dis, donne-moi la main. Ouais. En tout cas, on a vu des images, des photos, restez comme vous êtes. Voilà. En tout cas, voilà, ça s'affiche sur nos écrans. Merci, madame. Oui, je profite aussi pour ce moment de vous offrir ça. Ah, de m'offrir un beau sous-vêtement, un beau t-shirt. Un beau t-shirt. Je veux plaisir à porter, hein, bien sûr. Il faut l'ouvrir parce qu'il y a Africa 24. C'est marqué PNL dessus. Ah, il y a Africa 24 dessus. Eh bien, oui, Africa 24. Je vais faire vite, hein, parce qu'on m'a déjà demandé de réclamer l'antenne. Ouvrez vite pour qu'on puisse voir bien si c'est marqué Africa 24. Africa 24, parce que ça veut dire qu'on fait le premier lancement. Oui. Donc, super ça, eh bien, c'est génial pour la grande chaîne panafricaine. Voilà. Eh bien, c'est sympa ce que vous avez fait là. Eh bien, c'est génial. Voilà. Eh bien, je vais frimer avec ce t-shirt, moi. Roger,
Vous n'êtes pas trop jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Merci madame d'être passée. On se retrouve tout à l'heure. Merci aussi Roger d'être venu. Merci, c'est moi. On se retrouve tout à l'heure pour parler du football international et puis nous allons accueillir sur le plateau monsieur Djamel Sanjak. Troisième et dernière partie de cette émission où nous accueillons M. Djamel Sanjak, président de la Ligue Île-de-France, une grosse ligue, et son siège est menacé. Va-t-il perdre? Eh bien, il nous le dira tout à l'heure. Et puis Saïd Hafizi qui est revenu sur le plateau. Djamel, je vous connais depuis longtemps. La politique, c'est fini parce que vous souhaitiez occuper un poste de député. Est-ce que c'est fini? Je n'ai jamais souhaité un poste de député. Je ne me suis jamais présenté dans aucune élection nationale. Mais j'étais juste présent lors d'une élection sur Noisy-le-Sec. Non, sur Noisy-le-Sec, parce que c'était ma ville et puis parce que mon club était menacé par l'équipe en place. Et c'est en cela que je me suis engagé. Parce que quand une municipalité se mêle de sport, il ne faut pas être étonné que le sport se mêle de la politique. D'accord, on se retrouve tout à l'heure. Le jingle pour le foot international. Djamel Sanjak, président que vous êtes, un grand président, l'affaire du match PSG-Istanbul a sans doute marqué tous les esprits, et le vôtre en particulier. Pierre-Achille Rouébo qui a été méprisé par le 4e arbitre. Qu'est-ce que ça vous inspirait? Moi, j'étais en train de travailler à la Ligue et j'ai reçu pas mal de SMS. Et je ne comprenais pas en fait ce qui se passait, parce qu'il y en a qui me demandaient si je suis au parc et tout, et je n'y étais pas. Et j'ai regardé, j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'effectivement il se passait quelque chose. Bon, c'est absolument inqualifiable, en tout cas pour ce qui me concerne en tant qu'élu du football francilien, en tant que représentant du football francilien, même à la fédération. Comment un officiel qui est censé incarner et porter ces valeurs-là, les faire respecter et les défendre, puisse tenir de tels propos. C'est absolument pour nous ahurissant. C'est un truc, des échanges entre joueurs fatigués, énervés, même si effectivement ça n'a jamais été sur ce terrain-là, mais qu'un officiel puisse tenir ce genre de discours, pour moi c'est inacceptable. Et ce que j'ai bien aimé, c'est à la fois la décision des joueurs, mais aussi on parle peu de la direction du club, parce que la direction du club prend des risques quand elle fait sortir les joueurs, quand elle fait rentrer plutôt les joueurs, parce que la qualification elle est au bout. Oui, sur le constat, on est d'accord, mais quelle solution on peut apporter à ça? Parce que le constat, on le fait depuis des décennies là-dessus. On sait que malheureusement, c'est un fléau atroce du football, même en France aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour éviter ce genre de comportement-là à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire Au niveau des officiels, bien évidemment, on va se poser la question de notre formation et du message que l'on véhicule au sein de nos formations au niveau d'arbitrage, mais aussi de l'ensemble des officiels du football français. Et là, cette affaire ne concerne pas ni la France, ni le football français. C'est tombé dans un match où le Paris Saint-Germain jouait. La victime n'est pas du club en France, l'accusé n'est pas de France. En fait, on vit un événement sur notre territoire. Bien évidemment, c'est des choses qu'il ne faut jamais laisser passer, même pas la plus petite. Exactement. Même le petit dérapage, il ne faut pas. Pendant des années, j'ai été victime, moi, mon club, pendant des années, plein d'amis à moi, partout on a été victime de ça. Regardez les règlements disciplinaires de la fédération il y a quelques années. Il n'y avait jamais de sanctions pour des propos. C'était même pas reconnu le propos raciste. Ils ont créé l'éthique, etc. après, mais ça n'a jamais été. Nous, il est clair aucun message de laisser aller dans ce domaine-là. D'accord. Merci, Djamel. Nous allons aborder les infos internationales. Avec vous, tout d'abord, Saïd, la mort de Gérard Rouillet, c'est quelqu'un aussi que vous avez connu. Mort à 73 ans, il était donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain, de Liverpool, et puis conseiller de M. Jean-Michel Aulas. Disons que c'est quand même une figure emblématique du football français, hein. De par son vécu, que ce soit en équipe de France, on a des souvenirs de Gérard Rouillet, notamment avec Kostadinov, l'histoire avec Ginola. C'est encore une figure qui était à l'Olympique Lyonnais très récemment. Donc toutes mes condoléances à lui et à sa famille, et on pense fort à eux. L'élimination de Marseille en Ligue des Champions, Marseille qui se comporte très bien en championnat également, et puis le Paris Saint-Germain qui c'est tout à fait le contraire.
Quel enseignement tirez-vous justement après le match de Marseille en Ligue des Champions et en championnat où Marseille caracole en tête, et puis le Paris Saint-Germain qui est très mauvais en championnat et qui marche bien en Ligue des Champions. Oui, disons que pour Marseille, réellement, c'est triste dans le sens où c'est un club emblématique, c'est un club phare du football français. Et montrer cette image-là de campagne européenne en campagne européenne, c'est triste parce qu'on s'attend quand même à, si on perd, à montrer au moins du beau football, à montrer des choses, à tenter, à pas avoir de regrets. Mais là, on reste constamment sur notre faim. On est, on voit pas grand-chose du côté de Marseille. On voit pas de but, on voit pas d'envie. Et ça m'attriste profondément. Ça m'attriste surtout pour les supporters de l'Olympique de Marseille, qui est, je le rappelle, un grand club. Et devant Manchester, Marseille a complètement raté son match, et il faut dire aussi que Riyad Mahrez a fait mal. Hein. Oui, il a fait mal, mais Marseille, en début de match, était quand même présent, que ce soit dans l'intensité, dans les duels, etc. Il répondait présent. Après, effectivement, quand vous commencez à vous prendre un but et que derrière, vous commencez à vous découvrir, c'est un peu compliqué face à une équipe comme Manchester City. Après, c'est pas vraiment sur ce match-là que moi, je suis déçu. C'est surtout sur les autres matchs où, pour moi, il y avait la place au moins de faire autre chose, de montrer une bonne image. Et ça n'a pas été le cas, et ça en dit long malheureusement sur la qualité du football français, quand on voit aussi Rennes qui pour moi avait fait un bon recrutement, qui avait une équipe cohérente, etc. Face à Krasnodar, ça en dit long. Pour moi, à un moment donné, il faut se poser les véritables questions et prendre réellement conscience du niveau actuel de notre Ligue 1. Et puis donc Paris Saint-Germain rattrapé par la troupe, Paris Saint-Germain qui a perdu devant Lyon donc dimanche soir sur le score de 1-0. C'est le Zimbabwéen Tino Kadewewe qui a marqué sur une passe décisive du Camerounais, donc Toko Ekambi. Un mot rapide, mon cher Saïd, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions avec donc Borussia Mönchengladbach contre Manchester City, Lazio de Rome contre Bayern, Atlético Madrid contre Chelsea, il y a Leipzig contre Liverpool, Porto Juventus, Barcelone PSG, Séville Borussia Dortmund, Atalanta Bergame contre le Real de Madrid. Paris Saint-Germain n'a pas de chance, parce qu'il faut traverser les Pyrénées. Paris Saint-Germain, ça nous donne une affiche maintenant qu'on connaît en Ligue des Champions, entre le Barça et le PSG. Ça va être un match très très compliqué. Il ne faut pas penser que le Barça est complètement fini et complètement mort. Au contraire, pour moi, ça va être un véritable... Ça va pas se jouer à grand-chose pour moi. C'est un match, ça va être un match serré. Après, on a vu, pour moi, l'attraction, ça va être le Borussia Mönchengladbach, qui me propose un jeu qui est très attrayant. J'ai vu plein de matchs du Borussia Mönchengladbach et à chaque fois, j'ai pris mon pied, entre guillemets, au niveau football, du fond de jeu qu'ils proposent. Et en plus, il y a deux Français super intéressants qui sont Alassane Plea et Marcus Thuram. J'aime beaucoup cette équipe qui me fait un peu penser à l'Ajax il y a 1 ou 2 ans. Donc pour moi, c'est une équipe qui peut aller loin. Ça peut être une très belle surprise, cette compétition. Voilà, comme disent les jeunes, vous kiffez. Ouais. Alors, pour ce qui concerne le tableau du CHAN, avant de retrouver Jamel Sanjak, regardez, donc le CHAN, ce sera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, en groupe A. Regardez les matchs que nous allons retrouver. En groupe A, vous avez le Cameroun, Zimbabwe, Mali et Burkina Faso. En groupe B, donc le 16 janvier, Cameroun, Zimbabwe, à Yaoundé, Burkina Faso contre l'équipe du Mali. Le dimanche 17, Libye, Niger, là c'est en groupe B. Et RD Congo contre le Congo, ce sera à Douala. Et puis le lundi 13, Maroc, Togo, Saïd va trembler, Rwanda, Ouganda, à Douala. Et puis le mardi 19, Zambie, Tanzanie, à Limbe et Guinée, Namibie, à 19h du côté de Limbe. C'est une compétition, ça, qui nous permet réellement, qui met en lumière vraiment le travail de formation des différents pays. Parce que je rappelle quand même que c'est une compétition sur laquelle sont interdits les binationaux, les joueurs évoluant en Europe. Donc là, on voit réellement les politiques de formation qui sont mises en place dans les différents pays et c'est super intéressant. Merci. Le sigle de la Ligue Île-de-France, regardez. Et justement, nous retrouvons son président en place, qui a déjà passé 8 ans donc à la tête de la Ligue. Et Île-de-France, ce seront les élections bientôt. Alors justement, dans l'autre camp, on affûte ses armes et Thierry Mercier a envoyé son délégué, Sylvain Henri Cissé, qui nous dit ceci à votre propos. Écoutez-le.
Je laisse à Djamel Sanjak le soin d'expliquer son bilan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet que nous avons pour la Ligue, Paris-Île-de-France, qui est un projet qui est vraiment exemplifiant, et nous voulons être remarqués et remarquables et faire de cette ligue tout simplement la première ligue au monde. Elle a tout le potentiel pour l'être. Malheureusement, elle n'a pas été mise en valeur et en lumière pour qu'elle soit représentée telle qu'elle. Quant à moi, je serai en charge notamment du dossier des relations internationales quand nous serons en place le 4 janvier, parce que je suis très confiant sur notre parcours, même si, c'est les présidents de club qui décideront de qui occupera ce fauteuil. J'espère que ce sera Thierry Mercier. Et dans ce projet que nous avons pour les relations avec l'Afrique, nous avons la volonté, en fait, d'avoir un échange à part égale. C'est-à-dire que ce ne soit plus l'Afrique qui soit toujours à l'écoute, en train de tendre la main vers l'Europe, mais qu'il y ait un véritable échange à 50-50. Voilà. Il dit, M. Sylvain Henry Cissé, que vous n'avez pas tout fait. Vous avez ce sentiment également, moi, je Djamel ne Sanjak? suis pas venu ici pour répondre à ce personnage que je ne connais pas, puisque apparemment il a pris sa licence dans le football il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc je veux bien parler avec des présidents de clubs, je veux bien parler à des présidents de district. Je ne connais pas cette personne dans le football. Dans le monde du football, certainement quelqu'un de très intéressant. Peut-être ce qui l'intéresse, c'est faire vivre son entreprise de communication. C'est pour faire peut-être vivre son entreprise de communication. Et la Ligue, ce n'est pas une affaire à partager avec les gens. La Ligue, l'important, c'est de s'occuper de ses clubs. Ce que l'on fait, nous, depuis 8 ans avec mon équipe. Concernant le bilan, il suffit juste de le lire. Je ne vais pas revenir sur des détails qui me paraissent à moi énormes et importants. Pour ce qui nous concerne, nous, les résultats, c'est lors de l'Assemblée Générale. C'est là que ça va se passer. C'est quand il va y avoir les élections. Je rappelle qu'il y a 4 ans, j'ai gagné avec près de 70%, il y a 70 points. Donc on va voir. Oui, il semblerait que vous êtes un vrai politique. Parce que vous êtes passé dans toutes les AG des clubs. Et Dieu seul sait s'il y a beaucoup de clubs en région parisienne. Comment faites-vous, Djamel Sanjak? Vous me connaissez, vous dites que vous me connaissez, et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, c'est sur un terrain de football. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans les vestiaires, c'est de parler avec les présidents de club à la buvette, c'est d'échanger avec le coach avant ou après, et de voir un match de foot, des U6, soit sur les plateaux, ou des matchs de championnat national, ou des championnats départementaux. C'est ça qui m'intéresse, parce que quand vous êtes au contact des clubs, vous ne pouvez pas vous échapper, comme malheureusement dans l'espace politique, où les gens sont dans une tour d'ivoire. En fait, c'est chronophage le travail. Le boulot est important et lourd. Et si vous vous éloignez des terrains, vous perdez toute notion de ce qui fait le football aujourd'hui. Et le football, il est en pleine mutation. Regardez, on est à 254% d'augmentation du football féminin. Vous croyez que ça s'est fait comme ça, par hasard? Pourquoi on a le double du niveau national? C'est-à-dire, le niveau national, c'est 125% d'augmentation foot féminin, 254 ce qui concerne l'Île-de-France, 150% en ce qui concerne le futsal. Depuis 2010 que je suis arrivé, avec mon équipe, on n'a pas augmenté rien. C'est-à-dire, le prix de la licence, le prix des droits de changement de club sont le même qu'en 2010. Est-ce que votre salaire ou le salaire de n'importe qui est le même que depuis 2010 ou 2012? Non. Le prix du pain, le prix de l'eau, le prix de l'électricité. Donc nous, on a pris sur nous cette montée en charge de notre vie au quotidien, j'allais dire. C'est 8 millions d'euros, ça. Si on avait dû impliquer à l'ensemble des clubs, j'allais dire, le coût de la vie, simple, le coût de la vie, eh ben, on aurait aujourd'hui 8 millions en plus. On ne l'a pas fait, on l'a pris à notre charge. Ouais. Alors, vous êtes originaire quand même de l'Algérie. Vos parents, parce que vous êtes français, vous êtes né ici. Moi, je suis originaire de la Seine-Saint-Denis, moi. Oui, mais vos parents, vos ancêtres... Ah, mes parents, c'est la Kabylie. De la Kabylie. Est-ce que vous pensez en tant que président d'une ligue française à l'Afrique? Est-ce que vous avez un œil sur ce qui se passe? On a déjà fait des choses, puisqu'on a lancé l'opération Les Ballons du Cœur avec Watibé. Et il y avait Mavouba qui est venu, il y a plein, Piquion est venu. Dans cette soirée, on a fait venir Black M, etc. à la Ligue. Jamais on avait fait venir des jeunes chanter dans la Ligue. Et on a mis en place cette opération Les Ballons du Cœur où on a donné du matériel. C'est 8 palettes, c'est pas 3 palettes, c'est pas 3 ballons pour notamment le Mali. Mais je crois qu'il faut déjà se préoccuper de nos clubs dans cette période de crise énorme qui va frapper tout le monde, notamment nos clubs. Pourquoi nos clubs? Parce que c'est les parents qui font les recettes du club. Vous savez, les cotisations, les subventions municipales, les petits partenaires qu'on a, le boucher ou le garagiste qui nous donne 1 000 €, ou des fois qui achète un jeu de maillot. Celui-là, est-ce qu'il va les donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je ne suis pas certain. Les difficultés des familles que l'on porte déjà dans notre club, vous savez d'où je viens, souvent les familles ne peuvent pas payer pour leurs 3 enfants, donc le club fait toujours des arrangements. Allez, vous m'en payez un, je laisse deux, allez, c'est le club qui va le prendre. Mais là, on ne va pas en avoir
sur 3, il y en a 3 qui ne vont pas pouvoir payer. Donc les clubs vont subir plein fouet ça, et il faut que la Ligue et les districts et la fédération, puisqu'on a fait le premier pas, aident nos clubs pour maintenant, mais surtout pour la saison prochaine. Il y a Steve Marley qui vous fait un plébiscite complètement, qui est très satisfait de ce que vous faites. Il est directeur sportif du Red Star. Écoutez ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de choses à reprocher à ce qui est fait. Et là, la politique, elle est ce qu'elle est. Et ça permet quand même de sortir pas mal de joueurs, en tout cas sur la formation. Oui, il nous reste une minute. Maintenant, ce qui manque peut-être, je trouve que c'est peut-être des infrastructures de haut niveau pour permettre de garder peut-être un peu plus les jeunes et d'être un premier filtre avant qu'ils ne s'en aillent en province, malheureusement. Alors oui, effectivement, c'est aussi à nous, club pro, de peut-être de monter en ce qui nous concerne dans le Red Star et de faire de centres de formation. En ce qui concerne le PFC, c'est fait. Donc voilà, il y a les clubs aussi qui doivent bosser, avec l'aide bien entendu des ligues et de la Fédé. Peut-être faire un deuxième pôle espoir, puisqu'aujourd'hui il n'y a que l'INF qui est situé à Paris-Ouest. Je pense qu'à Paris, on pourrait avoir 2, voire même 3 pôles espoirs répartis dans les différentes régions et qui permettraient peut-être de garder un peu plus les jeunes joueurs et qui nous permettraient au club de travailler sur la formation. Maintenant, je pense qu'il y a une bonne politique qui est faite. Je crois que les clubs travaillent de mieux en mieux. L'Île-de-France, la région, la Ligue s'est dotée d'un formidable outil à Morfondé. Donc je pense qu'il faut aussi se servir de ça pour essayer de fédérer, essayer de bosser, de s'améliorer sur la formation de nos éducateurs. Et ça passera surtout par là. Voilà, Jamel, malheureusement, ça passe très très vite. Un tout dernier mot avant de laisser le mot de conclusion à Saïd, qui a un message avancé. Jamel? Non, rien du tout. Simplement, effectivement, nous, on est confiants parce qu'on a travaillé pendant 8 ans, et notamment les 4 dernières années. Les clubs, on ne les a pas appelés aujourd'hui. Ça fait des années qu'on les a au téléphone quand ils ont un problème, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà, rendez-vous le 19. Non, le 5 janvier, ça a été changé samedi en comité directeur, et ça a été reporté puisque la scène musicale au 92, il y a beaucoup d'incertitudes et on ne peut pas s'appuyer sur ces incertitudes, donc elle sera dématérialisée pour le mardi 5 janvier. Super, j'y serai. Saïd, vous avez un message à lancer? Non, juste simplement un petit mot, parce qu'on parlait beaucoup là, du football amateur sur cette dernière partie. Le football amateur, tous les pros viennent du football amateur. Le football amateur, c'est la base, c'est le socle du football. Sans le football amateur, il n'y a strictement rien. Et moi, je voulais simplement rendre un petit hommage justement à tous les bénévoles, tous les éducateurs, tous les gens du quotidien qui éduquent nos enfants dans le football, avec les règles de fair play, etc. Donc j'en connais beaucoup. Et alors que c'est des anonymes, je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. On sait qu'on est une émission qui est très suivie. Donc il y a énormément de talent. Je pense à Ahmed Majoubi, à Saint-Leu. Je pense à beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, mais je pense beaucoup à eux parce qu'on les cite pas beaucoup quand on parle de football. Benjamin Darmon, Marc Mendy à Montigny, beaucoup d'éducateurs. Je pense à Kevin qui dirige les 8. Merci. Donc c'est important pour moi de tenir un petit mot pour eux aujourd'hui parce qu'ils font vraiment un travail qui est extraordinaire. Sur les présidents de club, surtout beaucoup de présidents de club, puisqu'eux, ils sont tous bénévoles et ils font un travail remarquable et complètement désintéressé. Et tu as raison, je me joins à toi pour. C'est des passionnés. Vous parlez d'Ahmed Majoubi, c'est quelqu'un de passionné, profondément passionné. Donc c'est vraiment important pour moi de le dire aujourd'hui. Merci, nous avons des impératifs malheureusement. Merci à Maria Maya Koulibaly, Roger Toto, Saïd Afizi et bien sûr M. Jamel Sanjak que je connais depuis quelques temps. Et à titre personnel, il fait du très très bon boulot. Et c'est l'ancien arrière latéral de Noisy-le-Sec. Voilà, merci. On se retrouve très prochainement sous les antennes d'Africa 24. Salut.